Ces dernières semaines, un manga fait énormément parler de lui, en grande partie grâce au début de son adaptation animée. Un animé avec un opening chanté par le groupe YOASOBI, un manga écrit par Aka Akasaka, qui traite des dessous du monde du show business, mais aussi de la définition d'amour en tant que tel. Je pense que vous avez trouvé de quoi je parle, il s'agit d'Oshinoko. Et à l'occasion du début de l'animé, il y a maintenant déjà quand même un sacré moment, il est temps pour nous d'en reparler un an après ma première vidéo à ce sujet, qui était complètement claqué au sol. Et pour ça, je ne serai pas tout seul, puisque je serai accompagné de Yerim, tiktoker spécialisé dans les animés, que je vous invite à suivre, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Amano, et aujourd'hui on reparle d'Oshinoko bien plus en profondeur cette fois-ci, mais aussi dans une vidéo un peu plus tranquille et posée que les précédentes. Vous le savez sûrement, et je l'ai déjà évoqué au cours de l'introduction, mais Oshinoko est une œuvre qui est réalisée par un duo. Akasaka est au scénario, et Yukuyari Mengo est au dessin. Et ce duo est parfait pour traiter ces thématiques. J'en reparlerai un peu plus tard. Et d'ailleurs, petit passage, si vous regardez cette vidéo sans avoir vu l'animé, mon but n'est absolument pas de vous spoiler, je resterai très évasif sur tout ce qui touche au scénario, mais au moins soyez à jour sur les premiers épisodes pour pas être pleinement perdu non plus. Donc, Oshinoko, c'est en compte l'histoire avant tout de Goro, gynécologue au chara-design assez osef, qui bosse dans un hôpital qui est tout aussi osef. Son seul trait de caractère étant son amour obsessionnel et au final un peu malsain pour une idole de 16 ans, Ai Oshino, amour né après la mort d'une des précédentes patientes de l'hôpital, Sarina. Goro se retrouve un beau jour à rencontrer Ai, qui est tombée enceinte et va donc être en charge de sa grossesse. Les jours passent et l'accouchement d'Ai finit par arriver, mais voilà, Goro se fait assassiner à ce moment-là et se réincarne en l'un des jumeaux d'Ai. Goro est mort et Aquamarine Oshino est née. Et je n'en dirai pas plus parce que l'une des forces majeures d'Oshinoko, c'est son scénario. Chacun des arcs est très intéressant et fait avancer le scénario tant au niveau des personnages que de l'histoire en elle-même directement. Et donc je ne dirai rien de plus en tant que tel sur l'histoire directement, même si le plot twist de la fin de l'épisode 1 a énormément été spoilé sur les réseaux sociaux, ce qui reste assez classique avec les animés hype, on en reparlera peut-être une autre fois. Alors, j'imagine que vous avez peut-être levé un sourcil façon Ancelotti quand vous avez lu le titre de cette vidéo. L'animé de 2023, dès avril, sérieusement? Bon, bien évidemment, il y a un peu de putaclic là-dedans, hein, on est sur YouTube, un peu de maxage, tout ça, mais chaque mensonge part de la vérité. Oui, pour moi, Oshinoko peut être l'animé de 2023, ou en tout cas l'un des animés qui va marquer cette année. Et tout part déjà de la manière dont est traité l'emballage de l'animé, la communication autour de celui-ci. Et par communication autour de celui-ci, je parle surtout de la communication autour du début de la série, donc de l'Inkipit et le prologue, soit le tome 1 qui a été adapté en entier dans l'épisode 1. Pour ne pas trop en dire, Oshinoko, pour vous accrocher et vous captiver, joue sur la dissonance entre l'aspect très mièvre qui nous est vendu via les couvertures de la série, les pages couleurs et même les premiers visuels de l'animé, et l'aspect en soi de la série qui est, sans trop en dire encore une fois, même si c'est très compliqué, bien plus sombre. Et déjà, la communication autour de l'animé était capitale. C'était capital dans l'impact que pouvait avoir Oshinoko sur le public qui découvrait la licence avec cet animé. Car une communication qui directement spoilerait le twist de la fin de l'épisode 1, ça préparerait inconsciemment les spectateurs à ce changement de ton. Et ça aurait complètement gâché la fin de l'épisode 1 et l'impact qu'il aurait eu sur le public. Et cet épisode 1, ça restera aussi comme le meilleur exemple de la compréhension du sujet par le studio. Car cet épisode 1 fait 1h30. Et avec cet épisode d'1h30, vous adaptez tout le tome 1. Et c'est parfait. Parce qu'un épisode 1 qui se termine sur Ai qui allait Aqua, je pense que la chute d'audience, elle aurait été cataclysmique. Mais non, au final, ils ont fait le très bon choix. Ils ont tout adapté en un tome, et on a pu voir sur Twitter énormément de retournements de veste sur l'ambiance de l'animé, et moi j'ai adoré, c'était incroyable à vivre. Et je sais qu'on a tendance souvent à tirer sur les studios et les comités de production pour la mauvaise gestion de telle ou telle adaptation, de couper tel ou tel contenu, mais faut aussi souligner un travail bien fait, et c'est le cas. Après, au final, l'épisode 1 fait quand même des coupes, et supprime surtout plusieurs petits flash-forward présents au début de 9 des 10 chapitres du tome 1, qui introduisent tous une thématique traitée en partie dans le chapitre en question. Le seul qui est conservé est la vidéo qu'enregistre Ai et qui est diffusée à la fin de l'épisode 1. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Ces flash-forward avaient surtout du sens dans une lecture chapitre par chapitre. Et donc, après une coupe de chapitres, ça remettait le lecteur dans le bain directement. Les mettre dans un épisode d'1h30, ça n'a pas de sens et ça aurait rendu l'ensemble beaucoup trop artificiel. Après, avec du recul, les flash forward avaient quand même un sens sur le long terme.
ça hypait le lecteur sur des scènes qui arriveraient bien plus tard dans le manga, et donc les enlever enlève quelque chose puisqu'on perd ses sentiments d'attente. A voir ce qui sera fait par la suite si l'animé arrive jusque là, parce que pour l'instant la saison 2 n'est pas du tout confirmée, on sait même pas s'il y en aura une, mais actuellement je reste assez dubitatif, compréhensif de pourquoi ça a été enlevé, mais quand même dubitatif. Et donc, ces fameux événements sur lesquels les Flash Forward préparés, ça va nous amener à ce dont parle le manga. Avant tout, il parle du monde du show business. Mais plus encore. Oshinoko parle également du mensonge et de son influence, ce qui est surtout représenté via l'amour. Et on en revient à ce que je vous disais un peu plus tôt, les mangaka d'Oshinoko. Voir Akasaka et Mengo qui gèrent cette histoire, ça montre parfaitement à quel point ils savent leur force et ce qu'ils font. Aka Akasaka au scénario et Yokuyari Mengo au dessin. Le premier est l'auteur de Kaguya-sama. Alors, j'imagine que vous connaissez Kaguya-sama, il s'agit d'une comédie romantique d'un seinen, publiée entre 2016 et 2022, qui se centre sur deux personnages qui vont faire évoluer un peu leur définition de l'amour sans trop en dire non plus. Déjà, ça montre que le mec sait de quoi il parle avant même de commencer le manga. Et à l'inverse, on trouve Yokuyari Mengo au dessin, qui est la dessinatrice de Scum's Wish et de No Control. Bref, une dessinatrice qui a très souvent illustré des œuvres au ton pas franchement positif. Scum's Wish ayant même été nominé en tant que meilleur drame aux Anime Awards 2017. Et donc, on a cette personne, cette dessinatrice que j'ai personnellement découvert avec Oshinoko, qui s'allie à Akasaka, qui traitait des thèmes qu'il connaissait parfaitement. Parce que Kaguya-sama se permettait aussi quelques petits passages critiques sur notre société actuelle. Et fatalement, avoir un dieu de mangaka expérimenté aux commandes, ça aide énormément l'œuvre, en lui évitant pas mal d'errements typiques des mangaka débutants. Par exemple, le dessin de Mengo évolue très peu au fur et à mesure de l'œuvre, preuve d'un style déjà bien en place et très bien défini. Après, rien n'est parfait et Oshinoko ne fait pas exception. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à croire qu'aucun adulte se soit inquiété de l'énorme précocité des jumeaux. Parce que, je l'ai pas dit, mais Ruby aussi est réincarné. Perso, si je vois un gamin lire un roman policier à 3 ans, bon, je m'interroge au minimum, surtout si je travaille dans la maternelle, où va le gamin en question? Hobbs, je fais vraiment pas très bien mon métier, on dirait. Ah, je parlerai même pas d'Ai qui se réveille pas alors que Ruby hurle toute la nuit après les haters sur les réseaux sociaux. Et de Miyako qui se pose plus une seule question après son altercation avec les jumeaux. Ok, pour toi t'as vu une intervention des dieux, mais je pense que les dieux ont autre chose à branler que de vivre la vie de deux jumeaux. Bon, globalement ça ne pose aucun problème fatal à l'œuvre dans son ensemble. Mais ça reste dommage de ne pas avoir un peu plus travaillé ça. Soit en intégrant une petite scénette où un docteur dit clairement à Ai que Ruby et Aqua sont surdoués, soit à la limite en voyant les deux jumeaux parler dans leur discrétion le temps que leur corps rattrape leur âge. Bah je sais pas, ça prenait 2 secondes Akasaka, tu pouvais te permettre de mettre ça dans un chapitre au pif. Après au final, ça reste présent, mais pas non plus gênant, parce que ça n'empêche pas Oshinoko d'aborder ces thématiques majeures, et surtout de les traiter d'une manière super juste. Oshinoko traite d'énormément de choses, des réseaux sociaux, de l'hypocrisie, de l'amour, du monde du show business, bref, ça parle de notre société, et de notre rapport à énormément de choses en tant qu'humain. Je vais rester assez en surface non plus, sinon je vais devoir tout spoiler comme un cochon. Le premier de ces liens, c'est le rapport à nous-mêmes. En plus du mensonge, Oshinoko met énormément en avant les personas, ce masque social que nous portons, et que nous adaptons à toutes circonstances. Et le plus bel exemple de ça, c'est le trio des Oshino. Ruby, Aqua et Ai. Alors, c'est surtout visible sur Ruby et Aqua de par leur conviction d'être réincarnés. Ils sont obligés de cacher leur véritable nature, celle d'avoir été Sarina et Goro. Et ça, ils le cachent d'abord au monde entier, pour des raisons qui me semblent même de rien assez logiques, mais aussi à eux-mêmes. Déjà entre eux, puisqu'ils communiquent pas leur véritable identité, mais aussi directement en tant que personnes à eux-mêmes, puisque les identités de Sarina et de Goro vont lentement disparaître puisqu'elles n'ont plus lieu d'être. Aqua et Ruby apprennent à devenir ce que le monde attend d'eux, et ils vont donc enterrer leur passé. Ce premier mensonge n'est pas seul, puisque d'autres mensonges vont s'articuler autour des Oshino. Déjà, pour des raisons que je ne spoilerai pas, les enfants vont devoir cacher leur parenté avec Ai, et donc construire l'ensemble de leur enfance autour d'un autre mensonge. Dès le départ, Akasaka nous montre que le mensonge est, qu'on le veuille ou non, plus puissant que la vérité. Et c'est montré de la plus belle des manières dans le chapitre 6. Dans ce chapitre, Aqua joue pour la première fois dans un film en ayant le rôle d'un enfant terrifiant. Sauf qu'il n'est pas seul dans ce rôle et qu'il est accompagné par une autre enfant, Arima Kana. Sauf que Kana est une enfant, vraie, elle n'est pas une réincarnée. Et vous savez ce qu'on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Akasaka oppose ici Kana et Aqua d'abord à travers leur jeu, mais aussi via ce qu'ils représentent. Et la victoire d'Aqua
le fait qu'il arrive à complètement surpasser Kana en jeu d'acteur, illustre bien l'une des thématiques majeures d'Oshinoko. Un mensonge est souvent bien plus puissant et agréable que la vérité. Un mensonge qui naît est une amélioration de la vérité. Et ce point est déjà illustré dans le chapitre 6, puisque pour créer son jeu, Aqua ne fait que redevenir Goro le temps de quelques instants. Il ne fait que retourner à sa précédente vérité. Et Akasaka montre ici aussi la faiblesse majeure d'un mensonge, sa faible durée de vie. La vérité, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ça reste la vérité. Qu'elle soit agréable ou dure, ça reste immuable et le vrai, quelque chose qui ne peut pas être défini. A l'inverse, un mensonge, plus le temps passe, plus les éléments qui ont amené à sa création deviennent de plus en plus oubliés, de plus en plus compliqués à maintenir. Et ce mensonge est donc de plus en plus compliqué à ancrer dans le temps qui passe. Et ça, on le voit encore une fois par la performance d'Aqua. Si Aqua joue aussi bien dans ce film, c'est parce qu'il agit comme un adulte de 35 ans dans le corps d'un enfant de 4 ans. Sauf que lorsque Aqua sera adolescent, sa performance d'adulte de 35 ans, elle sera plus aussi impressionnante, parce que son corps aura rattrapé son âge mental. Sa vérité actuelle aura rattrapé le mensonge de sa condition de réincarné. Le personnage d'Aqua est, à ce moment-là, une synthèse parfaite du mensonge. Excellent sur l'instant T de sa création, mais plus le temps passe, plus il devient friable, et vient un moment où il est complètement inutile, voire il cause parfois du tort à la personne qui l'a créé. Bon, ce point n'est pas non plus incroyablement exploité dans Oshinoko, mais de mémoire, mentir c'est pas bien, écoutez vos parents les enfants. Et le chapitre 6, avec le fait que Ai soit complètement coupé au montage, introduit aussi un autre domaine majeur de Oshinoko, le fait que le monde du show business soit complètement pourri, complètement dégueulasse, bref, que c'est un milieu exécrable. Et ok, le mensonge c'est joli, mais ça, c'est LA thématique de Oshinoko. Celle qui fait tout son sel, son sucre, son poivre, et autour de laquelle va s'articuler toute l'œuvre. La critique du monde du show business, et même de notre société tout entière, c'est ce que, à mon avis, voulait traiter Akasaka avec ce manga. Reprenons dès le début et arrêtons-nous à la relation à sens unique, Goro-Ai. Goro est, au début de l'œuvre, un énorme fan d'Ai, et ça va être l'occasion de parler de quelque chose qui a pas mal fait réagir. Oui, l'obsession de Goro pour Ai est glauque et a tendance quelque peu pédophile. Sauf que c'est complètement voulu par Akasaka. Ici, Oshinoko introduit sa critique des fans d'idoles, souvent bien trop obsessionnels et s'imaginant très souvent des relations privées avec leurs idoles préférés. Dès le départ, Akasaka place Goro en tant que protagoniste n'ayant pas un bon système de pensée, en tant que personnage qui voit le monde de la mauvaise des façons. Mais bon, au vu de ses qualités de protagoniste, j'imaginais que faire de Goro un personnage immoral dans une série aussi critique, ça lui a pas forcément bien plu. Après, un protagoniste ne doit pas forcément être positif. Light Yagami, ça reste le protagoniste de Death Note, même si c'est le dernier des enculés. Ainsi, la réincarnation de Goro était certes, j'imagine, un moyen d'introduire cette idée qui sera exploitée après dans le manga, mais aussi un moyen de laver l'honneur de Goro qui, à partir de là, sera protecteur envers Ai, mais d'une manière bienveillante. Si c'était vraiment un gros pédophile corrompu jusqu'à la moelle, il aurait fait comme Ruby. Il n'aurait pas bu son lait au biberon. Je n'expliquerai pas plus, ceux qui ont vu savent. La relation personnalité publique et fan est au cœur de Oshinoko. Mais Oshinoko parle aussi énormément de tout ce qui touche à Internet, à notre monde actuel, bref, à ce qu'un vieux journaliste de BFM appellerait le show business 2.0. Et c'est tellement complet sur tous les points, genre, bah déjà, ils abordent les vrais noms de marques, ils parlent d'Oricon, ils parlent de YouTube, ils parlent d'Instagram, ils parlent de TikTok. D'habitude, quand des mangas, quand des œuvres de fiction font référence à des sociétés du monde réel, ils déforment les noms. Par exemple, quand il y a une console Nintendo, ils appellent ça, je sais pas moi, le Nintendo ou le Nintendo, vous avez compris. Là non, il y a un aspect documentaire qui est très poussé, qui va jusqu'à poser véritablement les termes des sociétés. Ça explique un peu comment fonctionne tel ou tel domaine du show business, comment vivent les personnalités publiques en tant que telles. Encore une fois, c'est absolument rien d'important. Mais je trouve que dans une série documentaire qui se veut être une critique ouverte du système actuel du show business, surtout le nouveau show business avec internet, tout ça, rien qu'utiliser les noms des sociétés et des réseaux sociaux, je trouve ça juste très bien pensé. Ça pose le cadre, ça appuie le réalisme de l'œuvre. Au final, Oshinoko, c'est une critique du monde du show business, mais c'est aussi une grosse figure d'introduction et de guide à la gestion de son image sur internet. Et c'est bien plus efficace que ce que c'est de vous vendre les soi-disant écoles d'influenceurs. Sauf que cet aspect complet, ça passe par plein de choses.
Et on se rend très vite que l'œuvre va pas nous décrire le monde du showbiz dans des termes très amélioratifs. Et ça se fait dès le prologue avec la précarité d'Ai qui est énormément mise en avant, tout comme pas mal de soucis des idoles. Le stress, la dépression, la pression des fans et des managers aussi, le cyberharcèlement, bref. Oshinoko, c'est dans son ensemble une destruction complète de ce milieu, qui est très souvent, trop souvent même, idéalisé. Au train où ça va, j'attends énormément l'arc dropshipping personnellement. Et chacun des 5 personnages principaux illustre incroyablement bien cela. On va traiter d'Ayoshino, d'Akomari no Shino, de Ruby Oshino, d'Arimakana et d'Akane Kurokawa. Et ça sera le dernier point que j'aborderai aujourd'hui, les 5 personnages principaux d'Oshinoko. Oui, bonjour, ici la mano du montage parce que j'ai oublié de parler de Memsho, que j'ai complètement skippé au moment d'écrire cette partie et même de la tourner. Alors, en gros, Memsho, c'est quelqu'un qui a su tirer profit de ce milieu très mensonger, qui a su réussir en tant qu'influenceuse en devenant ce que les gens voulaient qu'elle soit, en jouant un personnage à fond et en s'imbibant clairement de son identité. Ceux qui sont un jour dans le manga ou même qui ont lu les tomes sortis chez Kurokawa sauront de quoi je parle. Vous allez voir un peu ce que je veux dire après avec les 5 autres personnages principaux que je vais développer, mais ça crée un peu un contre-exemple avec eux, qui représentent chacun à leur manière une facette très négative du marché du show business que dépend Oshinoko, là où même chose c'est tout l'inverse, elle a su s'adapter et jouer avec ses codes très néfastes pour réussir et avoir la vie pleine de succès que le monde du show business essaie de nous vendre. Voilà, c'est juste ça, désolé de l'avoir oublié s'il y a des fans de même show qui regardent cette vidéo, mais je vous l'ai dit, cette vidéo a été un gros calvaire à réaliser, à tourner et à monter. Voilà, bonne fin de vidéo à tous. On commence logiquement par Ai Oshino, qui sert d'introduction à tout l'aspect mensonge et amour de l'œuvre. Ai est, au début de l'œuvre, une adolescente de 16 ans. Une adolescente repérée à l'âge de 12 ans par Ichigo Prod après avoir été élevée dans un orphelinat suite au déboire d'une mère criminelle, son père ayant lui quitté la conversation Discord. Résultat, Ai n'a jamais appris à aimer et a toujours considéré l'amour que lui portaient ses fans comme faux. Ce point est très intéressant car il pose une des critiques les plus virulentes d'Oshinoko. Le rapport qu'ont les fans à leur personnalité préférée. Ai étant une idole, considérée par certains des fans les plus détraqués comme une simple poupée bonne à vivre tous leurs fantasmes, ça pose bien le concept de la précarité des idoles. Elle se dédicace à des gens souvent bien trop dégueulasses pour elle, et elle n'y gagne que très peu. Alors, Ai a eu 2 enfants, Aqua et Ruby, qui sont les 2 faces d'une seule pièce. Cette dernière est une idéaliste, qui cherche à devenir une idole pour poursuivre l'héritage de sa mère. Bon, j'imagine que c'est assez facile à voir, Ruby pense comme le public. Toutes ces personnes qui rêvent d'être à la place de leur idole, de leur célébrité, qui ne voient que le très bon côté de leur vie, et Akasaka appuie ça jusqu'à faire de Ruby une personne très naïve, qui saute sur la moindre occasion et qui ignore volontairement les déboires du milieu. A l'inverse, Aqua est bien plus posé et réfléchi, et met constamment en avant les aspects négatifs du monde du show business, et il apporte constamment une vision inverse à ce que veut Ruby et ses aspects négatifs, il les utilise. Je n'en dirai pas plus. Restent 2 personnes en soi assez proches dans leur domaine, Arimakana et Akane Kurokawa. J'adore rire. Il s'agit de 2 actrices qui ont un parcours assez différent, mais au final assez similaire quand même. Arimakana, c'était une enfant star, la prodige qui pleure sur demande, qui a complètement tout perdu, à cause de son égoïsme et de son manque de communication qui lui a coûté sa place à la lumière des projecteurs. Et près de 10 ans après avoir joué après Aqua, elle accepte près n'importe quoi et elle galère à subvenir à ses besoins d'actrice. A l'inverse, on trouve Akane, personnage encore très peu apparu dans l'anime, mais qui sera au centre d'un des actes les plus émouvants de l'œuvre. J'en dirai pas plus, ça parlera de cyberharcèlement. Youhou, trop bien. Dans l'ensemble, les 2 sont victimes du système du show business. Ça sera visible au fur et à mesure. Mais voilà, je me suis tenu à ne pas vouloir spoiler l'œuvre, donc on va envoyer sur autre chose, les qualités de l'anime. Parce qu'Oshinoko c'est ultra intéressant, mais l'anime il est tout autant. Et ce n'est pas moi qui vous en parlais, c'est Yerim et je passe la main à mon collègue. Hello tout le monde. Déjà je commence en remerciant Amano pour son invitation à participer à cette vidéo. Ça me permet de parler de l'adaptation d'un de mes mangas préférés et on va commencer tout de suite. Déjà la chance qu'on a avec Oshinoko, le projet n'est pas tombé aux mains de personnes qui s'en foutent du manga. Ce serait ironique d'ailleurs vu que dans son manga Aka Akazaka critique carrément les mauvaises adaptations. Mais c'est tombé entre les mains de personnes étant passionnées par l'œuvre. Les 2 producteurs le disent carrément dans une interview, ils sont fans du manga. Maintenant on va parler du producteur d'animation qui est Ryo Kobayashi. C'est celui qui s'occupe entre autres de rassembler l'équipe d'animation qui va être en charge de faire l'anime d'Oshinoko. Il a choisi les gens en fonction de leurs compétences, mais le critère principal pour lui c'était la passion. Toute l'équipe d'animation sont des passionnés d'Oshinoko et ils aiment le manga de tout leur cœur. Le réalisateur Daisuke Hiramaki nous explique d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle l'épisode 1 fait 1h30. Il voulait à tout prix qu'aucune scène ne soit sautée et il considérait que le tome 1 était quelque chose qui devait être raconté d'une traite, d'où le choix de faire un TV spécial. Maintenant parlons de l'aspect un peu plus artistique. Le réalisateur a privilégié l'aspect créatif tout au long des choix de production. Les dessins de Mengo
lingots dans le manga d'Oshinoko dégagent beaucoup d'émotions, ils sont expressifs. Pour respecter ça au maximum, ils ont opté pour des designs complexes même si la tâche sera dure pour les animateurs. C'est parce que non seulement le réalisateur Daisuke avait confiance en son équipe pour les respecter, mais il voulait surtout que l'anime ne déçoive pas les fans ni le mangaka et encore moins l'équipe. Il y a bien entendu aussi la musique. On est sur un anime qui nous parle d'idol. Dans le manga, certes les musiques sont présentes mais on ne les entend pas. Bon, c'est naturel. Ça a été un grand défi pour eux de comprendre les personnages, de créer les musiques et bien entendu de toucher les fans. Je pourrais parler pendant des heures de la créativité de cette équipe, notamment tous les animateurs impliqués dans la production ou encore les spécialités qu'ils ont et d'où ils viennent. Mais ce n'est pas le but, retenez qu'Oshinoko est un manga qui nous parle du monde du divertissement. Créé par des acteurs de son monde mais aussi animé par des passionnés du manga. Je remercie encore Amano pour son invitation, ça fait ultra plaisir de pouvoir parler de Oshinoko. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Oshinoko, ça faisait très longtemps que je voulais en reparler, et j'espère que revenir un peu sur le début de l'œuvre à l'occasion du début de l'anime, ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 2000, une vidéo probablement assez informative sortira peut-être dans les prochains jours, tout dépend de si j'arrive à trouver suffisamment de choses à dire ou pas. En tout cas, une grosse vidéo pour les 2000 elle est bien prévue et sortira je pense d'ici un petit mois, tout dépend de mon planning. De même, je remercie énormément Yerim d'avoir accepté mon invitation à cette vidéo. Je vous mets le lien de son TikTok en description, mais aussi le lien de son Twitter et de sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est du très gros et bon contenu. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour parler de cette boule de cristal venue des étoiles. C'était Amano, out!